Bonjour à tous, bienvenue. Je vous montre ici dans cette courte mini vidéo la première action qui s'effectue dès le moment où vous entrez un prompt sur ChatGPT par exemple en l'occurrence. Donc j'ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos. Il s'agit de l'étape tokenisation. Vous allez ici ce lien, donc la plateforme OpenAI, d'accord, et vous entrez Tokenizer. Donc en fait, c'est un outil qui va vous permettre de savoir à l'avance la longueur de votre chaîne de caractères, votre phrase, votre prompt, à partir du nombre de tokens que cela contient. Donc ici, comme vous pouvez voir l'outil, j'ai plusieurs modèles ici. GPT 4o ou le 4o, enfin Omni Mini. J'ai la version 3.5, 4 ou la version Legacy. Alors, je l'ai déjà dit, ce que l'on appelle un token, c'est une unité de mots. Mais ici, le mot, c'est selon le langage de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas forcément un mot tel que nous le comprenons dans le langage naturel. Pour vous donner un exemple, on va entrer ici un exemple de phrase. On pourrait dire quoi par exemple? Alors, allons-y. Où se trouve mon chat actuellement? Vous voyez que au fur et à mesure que j'ai tapé chaque mot, j'ai ici le nombre de tokens qu'il m'affiche, 8 tokens. Et en termes, cela correspond en termes de caractères à 36 caractères. Le nombre ici de couleurs, donc on va dire le code couleur vous permet d'identifier facilement comment l'outil a pu générer le nombre de tokens dans cette mini phrase. Donc lui ici il considère que donc ça c'est O est différent de U avec l'accent bien sûr, et l'espace aussi est considéré comme un token. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le token qui est unité de mot n'est pas forcément un mot au langage naturel au sens humain. Ça peut être un espace, une ponctuation, un caractère spécial tel que le point d'interrogation. Et le texte en fait ici est découpé donc en 8 tokens. Maintenant, à quoi cela correspond? Chaque token, ici je peux visualiser quel est son identifiant. Son identifiant donc ici, texte, donc le texte de base, le prompt que l'on pourrait dire comme étant cette phrase ici, où se trouve mon chat actuellement. Il a été découpé, première chose que l'IA fait, découper ce texte, ce prompt en token, comme ceci. Là, il m'indique que ce prompt c'est 8 tokens. Et chaque token justement, donc O, U, espace, ce, espace trouve, espace mon, espace chat, espace actuellement, d'accord? Chacun de ces tokens là, je peux observer ici leur identifiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 identifiants. Et chaque identifiant ici est identifié par un numéro. En général, c'est un numéro entier naturel. Donc de 0 à l'infini, étant positif, bien sûr. Voilà. Une dernière chose à rajouter, en fonction des modèles, vous n'avez pas forcément le même découpage. Là, ici, c'est la toute dernière version de ChatGPT que j'ai. Si je sélectionne cette version-ci à nouveau, la seconde version 3.5, je passe ici à 9 tokens. Alors que tout à l'heure, j'étais ici dans l'autre version 4o à 8 tokens. Et si je passe à la version la moins performante, j'ai 12 tokens. Généralement, plus le modèle va évoluer, je dis bien généralement, le nombre de tokens
va être réduit. Pourquoi? Parce que cela veut dire que mon intelligence artificielle est capable de comprendre des plus longues chaînes de caractères. D'accord. En termes de mots, cette fois-ci, au sens langage naturel. Cela est très important parce que ce sont les deux premières étapes qui s'effectuent, la division en nombre de tokens et l'assignation de chacun des tokens à un identifiant entier naturel. Cette action par la suite va nous servir dans les grands modèles de langage de mise en place des applications d'intelligence artificielle, premièrement pour nous de nous assurer que lors de la création, là ici je suis dans Playground. Playground, c'est l'interface et le lieu où OpenAI vous donne la possibilité de créer ou de simuler vos solutions de chatbot, d'assistants virtuels. Donc ici par exemple, si là j'ai créé un assistant médical. Dans Playground, vous avez la première interface ici qui se compose comme ceci. Vous lui donnez une indication claire et nette de ce qu'il doit faire. Donc ici, par exemple, tu es un assistant médical virtuel. Ta mission est de fournir des conseils médicaux généraux et de guider les utilisateurs vers des solutions appropriées. Tu ne remplaces pas un professionnel de santé. Tu insistes toujours sur la nécessité de consulter un médecin pour des diagnostics ou traitements spécifiques. Si un utilisateur te pose une question en dehors du cadre lié au contexte médical, tu dois décliner toute tentative de recherche d'informations en lui disant clairement, exemple, utilisateur, j'ai mal à la gorge depuis 2 jours, que devrais-je faire? L'assistant devra répondre comme ceci. Si vous avez mal à la gorge, vous pourriez essayer de boire beaucoup d'eau chaude, du thé au miel ou utiliser des pastilles pour la gorge. Toutefois, si la douleur persiste ou s'aggrave, consultez un médecin. Donc ici, je lui donne une indication, une orientation de la manière dont il devrait répondre à un utilisateur, avec bien sûr des consignes très bien claires du style répondre de manière claire et concise. Bref, tout ceci c'est ce qu'on appelle dans l'art du prompting, comment orienter, proposer à la machine des modèles de prompt pour qu'il soit capable après, lorsqu'un utilisateur viendra ici par exemple, pour faire un petit test que j'avais déjà pu faire, que faire en cas de fièvre légère? Le voici qui m'a répondu. Donc ça commence ici par assistant. Donc user, c'est moi, utilisateur. Ça c'est ma question, mon prompt. Et ça c'est son retour comme réponse. Il me répond comme ceci, symptômes courants. Il me répond en fait de la manière philosophique, si vous voulez, telle que je lui ai indiqué ici dans son système de messagerie. Alors, c'est quoi le lien avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure au niveau des tokens? À chaque fois qu'il y a une réponse, il m'indique ici le temps de traitement ou d'exécution de ma requête. Là, comme vous pouvez le voir, input text 686T. T veut dire token. Donc ça veut dire qu'en entrée, il considère que il a utilisé 600, enfin que les textes que j'ai entrés. Au final, au total, ça représente 686 tokens et en sortie 54 tokens output. Je peux contrôler quelques paramètres ici. Je peux changer le modèle ici. Donc là, j'utilise pour cet assistant virtuel le dernier modèle 4O en question. Le format, c'est du texte. Alors ici, quelques paramètres de configuration. La température, c'est une variable qui va me permettre d'ajuster le degré de création de l'assistant. Donc plus il est grand, plus je vais lui dire en quelque sorte de me trouver des réponses beaucoup variées dans sa réponse, dans son retour de sortie. Et quelque part, donc on entre ici dans un modèle beaucoup plus aléatoire, mais toujours juste bien évidemment. Et moins et plus je vais descendre V0, plus je vais entrer dans un modèle déterministe.
Donc ces réponses seront moins variées, beaucoup plus en fait statiques. Et le nombre de tokens que j'utilise, que je lui indique comme étant le maximum, ici par exemple, il est fixé à 5726. N'oubliez pas, en fait, OpenAI vous facture l'usage de vos nombres de tokens utilisés. Donc ici, par exemple, 5726, cela m'indique que je stipule à mon assistant d'utiliser au maximum ou de ne pas dépasser la limite en termes de tokens entrée plus sortie 5726. Voilà. Et si vous dépassez, vous payez en fait des pénalités ou bien votre modèle de réponse ne sera pas tout à fait adéquat. Là, par exemple ici, stop sequence ou stop sequence. En gros, vous avez, si j'entre un mot ici, dès le moment où l'outil va me répondre, et si il tombe sur ce mot en question, il va arrêter sa sortie. Donc, ce sont des mots en fait qui vont tout de suite en fait abréger la réponse de sortie de l'outil en question. Si je travaille dans un domaine très bien précis, médical, défense, etc., je pourrais mettre certains mots-clés qui feraient que l'utilisateur devrait tout de suite en fait s'arrêter là à la lecture du mot en question. Voilà. La frequency penalty ou presence penalty, on est toujours dans cet esprit de variabilité et de création du modèle dans sa philosophie. Voilà ce qui est essentiel. Pour le reste, en rapport et en relation avec la tokenisation effectuée par ChatGPT. Je m'arrête là. On verra la prochaine fois une autre problématique, toute bien sûr toujours importante dans la compréhension et mise en place des systèmes d'intelligence artificielle. Ce sont les deux premières actions. Premièrement, dès que vous entrez un prompt, ça vous ne voyez pas ce travail-ci qui est effectué derrière, mais cette action-ci effectuée par, donc, par exemple, quel que soit le LLM en question que vous utilisez, Gemini, ChatGPT, Llama, Mistral, etc. Vous avez premièrement donc la tokenisation. C'est ce qui s'appelle ici la tokenisation de votre texte. Je peux taper autant de caractères que je veux, peu importe, mais il y aura une tokenisation qui s'effectue. Vous voyez, ça varie, d'accord? Si j'entre un long paragraphe, n'importe quoi, ok. Et à chaque fois, j'ai l'identifiant qui est associé au token en question. Cela va nous servir maintenant par la suite, derrière, d'utiliser une matrice d'embedding qui va identifier chacun des tokens dans un vecteur dense en question. Sur ce, on se revoit la prochaine. Mettez un like, on s'abonne et on reste concentré. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.